Aujourd'hui, je vais vous parler des dures réalités du Jiu-Jitsu, de ce qu'on ne vous dit pas, de ce qui n'est pas écrit sur la facture de paiement. Et on va finir avec une histoire beaucoup plus personnelle où je vais vous donner mon expérience avec le Jiu-Jitsu. Donc, quelles sont les vérités sombres du Jiu-Jitsu, c'est-à-dire ce qu'on ne vous dit pas? Parce que de l'extérieur, beaucoup de personnes ont l'impression que le Jiu-Jitsu est parfait, que c'est un très bon art martial. Oui, c'est un très bon art martial, mais il y a un prix à payer. Pour le faire sur le long terme, il y a définitivement un prix à payer. Et l'une des choses à savoir sur le Jiu-Jitsu, c'est que tu vas probablement abandonner le Jiu-Jitsu. C'est vrai que beaucoup de personnes abandonnent d'autres sports de combat, mais au Jiu-Jitsu, c'est légèrement différent. Du moins, c'est le ressenti que beaucoup de personnes ont quand ils abandonnent le Jiu-Jitsu. Donc, commençons directement. Ne faisons plus trop de digressions et démarrons. Donc, pourquoi une personne normale qui est très intéressée, très excitée par le Jiu-Jitsu? Parce que très souvent, on commence avec la grinta, comme dirait l'autre. On commence très heureux, on est prêt à démarrer quelque chose de bien, de cool, mais ça dure en réalité juste quelques temps, parce que l'une des premières raisons pour lesquelles tu vas probablement abandonner le Jiu-Jitsu, ce sont les blessures. La deuxième raison, c'est l'ego des gens qui font le Jiu-Jitsu, ou je dirais plus l'ego dans le milieu du Jiu-Jitsu, et ego qui est un peu encouragé par la culture et certaines idées reçues. Tu vas aussi abandonner à cause de la complexité du sport, parce qu'il s'agit donc d'un sport très complexe d'un point de vue technique, et tu peux facilement passer 2-3 ans, voire même 4 ans, et ne pas avoir l'impression que tu es particulièrement fort, que tu es particulièrement doué. Et à moins que tu sois un combattant, ou à moins que tu essayes de vivre du Jiu-Jitsu, ça n'en vaut pas vraiment le coup. Mais j'aimerais commencer en rappelant c'est quoi le Jiu-Jitsu. La différence entre le Jiu-Jitsu et les autres sports de combat, ou du moins les sports de striking, c'est que le Jiu-Jitsu, c'est l'art de soumettre. Et par soumettre, on veut dire, c'est l'art d'étrangler. Et ça, je dirais que ça va encore, mais une grosse partie du Jiu-Jitsu consiste en l'art de jouer avec les joints de ton adversaire. Ce que je veux dire par joint, c'est tout ce qui est ligament, tout ce qui est cartilage, tout ce qui tient ton corps en place d'un point de vue mobilité. Et ça, c'est l'une des plus grosses vérités dont les praticiens de Jiu-Jitsu ne parlent pas. C'est un sujet qu'ils abordent très rarement, mais le Jiu-Jitsu va taxer ton corps vite, très vite. Tu peux être dans ta jeunesse et avoir le corps d'un vieux de 70 ans qui a de l'arthrite ou je ne sais quelle autre maladie du cartilage. Ça taxe ton corps très vite. Et contrairement au sport d'impact ou de frappe, ça taxe ton corps au niveau des joints. Et d'un point de vue blessure, tout ce qui est joint, tout ce qui est ligament, tout ce qui est cartilage, il y a beaucoup de blessures dont on ne revient pas. Il y a beaucoup de blessures qui peuvent te demander des opérations et ce n'est plus jamais comme avant. Ce n'est pas comme un os. Quand tu perds tes joints, ils sont perdus et ce sont des blessures que tu vas traîner probablement toute ta vie. Et ça, c'est ce que les personnes qui font le Jiu-Jitsu n'abordent pas comme sujet. Ils ne disent pas en fait que certaines de ces blessures sont une croix et qu'ils ne vont jamais s'en débarrasser. Même si tu fais de la rééducation, tu fais tout plein de choses, la douleur, elle est là et elle ne partira pas. Tu ne guéris pas de ces blessures. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de blessures au Jiu-Jitsu? C'est à cause de l'intensité des sparring, ou comme dirait l'autre, quand tu roules en griffe avec quelqu'un, l'intensité de ces séances. Contrairement au sport de frappe ou d'impact, tu peux aller à fond. Quand je dis à fond, c'est que très souvent, les sparring sont à fond au Jiu-Jitsu. Dans les sports d'impact, on est tous d'accord que tu ne peux pas y aller à fond et fracasser le nez de ton adversaire, ce type de choses. Donc, très souvent, les sparring dans les sports d'impact, dans les sports de frappe, seront un peu plus légers. Ou bien, même s'ils sont appuyés, ne seront pas entièrement appuyés. Mais au Jiu-Jitsu, tu y vas à fond. Oui, il y a toute la culture du flow, qui est une sorte de sparring léger, mais la réalité est que personne ne fait du flow. Genre, j'ai rarement vu des gens faire du flow. Quand on décide de sparring, on y va à fond. Maintenant, qu'est-ce que tu obtiens quand tu vas à fond? Quand tes joints sont en jeu, quand tes ligaments sont en jeu, tu obtiens en fait des blessures. Des blessures, comme je l'ai dit, et des blessures que tu vas traîner longtemps. Si tu es le type de personne qui a pour plan de faire du Jiu-Jitsu sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans comme d'autres personnes, le faire une fois ou 2 fois, parce que même une fois, ce n'est pas vraiment conseillé, la courbe de progression sera plutôt lente.
Mais si tu veux le faire minimum 2 fois par semaine, tu auras des blessures. Maintenant, c'est un choix que chaque personne doit faire. Personnellement, c'est un choix que j'ai fait, que j'ai eu à faire. Mais là où je suis en désaccord, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants de Jiu-Jitsu ou de sensei ou de maîtres de Jiu-Jitsu qui ne parlent pas de ça. On ne voit que le bon côté. On ne voit que tout le bon côté Gracie, culture, MMA, etc. Mais c'est quelque chose dont il faut parler. Une autre chose qui est plutôt bizarre dans le Jiu-Jitsu, c'est l'ego. C'est l'ego des pratiquants de Jiu-Jitsu. Moi, c'est quelque chose qui m'a j'ai souvent été surpris de voir ou de constater à quel point dans certains gyms ou dans certaines classes, il y a des gens vraiment quand ils viennent avec tout un ego. Et ça, souvent, ça peut mener à des blessures. Il y a des gens qui viennent au Jiu-Jitsu pour prouver. Et une chose qui m'a souvent étonné, et honnêtement, j'avais aussi été victime de ça pendant un certain temps, c'est qu'il y a des gens, quand ils commencent le Jiu-Jitsu, ils en font en fait toute leur personnalité. Et c'est un peu rare dans d'autres sports de combat. Ça en particulier, à mon avis, c'est plutôt particulier au Jiu-Jitsu. C'est-à-dire, quand le gars il commence à faire du Jiu-Jitsu, il va en faire toute sa personnalité. Tu sauras qu'il fait du Jiu-Jitsu. Tu en entendras parler constamment. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, en soi ce n'est pas une mauvaise chose, mais là où c'est mauvais, c'est que ça vient avec un certain niveau d'ego, parce que dès que tu parles du Jiu-Jitsu, même la vidéo que je fais là, peut-être qu'il y a des gens qui font du Jiu-Jitsu qui ne sont absolument pas contents à cause de ce volet. Dès que tu parles du Jiu-Jitsu, ils vont le voir comme une attaque personnelle. Quand tu es en sparring, et bon, tu les fais taper ou tu les mets dans une soumission et tout, ils vont le voir comme quelque chose de personnel. Ils vont chercher à prouver qu'ils sont les plus forts du gym ou qu'ils sont les plus forts de la classe. Et c'est une suite logique. Si tu fais de quelque chose ta personnalité entière, à partir de là, tout ce qui touche à cette chose, tu le prends comme une attaque personnelle. Et ça aussi, c'est lié aux blessures. Parce que quand les gens vont à fond, si en plus de ça, en plus des gens qui vont à fond, dans le lot, tu as des gens qui voient le Jiu-Jitsu comme toute leur personnalité, tu ne peux pas leur mettre une soumission ou quelque chose. Ils vont essayer de rouler encore, de réessayer et d'y aller à fond. Et là, ça rentre dans des histoires de blessures. Et quand on a des gens qui ont un travail ou qui ont des activités, qui ont juste choisi de faire le Jiu-Jitsu pour passer le temps ou parce que peut-être ils aiment le MMA, ils viennent peut-être une fois par semaine, ils veulent pas devenir combattants, ils veulent apprendre à se défendre. Et on va parler du self-défense mais quand tu es avec des messieurs et des madames, tout le monde qui viennent juste passer le temps, et ces gens sont au contact de personnes qui sont là pour prouver ou qui ont fait du Jiu-Jitsu toute leur personnalité, ça peut être dangereux, ça peut être suspect des fois. Et comme je dis, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je trouve que c'est une chose à laquelle on devrait faire attention. Si tu es plus fort que d'autres personnes, tu ne dois pas essayer de prouver. C'est pas vraiment l'esprit des arts martiaux. Il faut essayer d'y aller tranquillement avec les gens. Et je vais vous parler de mon histoire après, parce que ce n'est vraiment pas moi, ma mentalité. Mais c'est quelque chose qui est souvent constaté à des gens qui en font leur personnalité, qui essaient de prouver. Maintenant, parlons de la complexité du sport. Pour la complexité, c'est plutôt simple. Le Jiu-Jitsu est un sport plutôt complexe. C'est vrai qu'il y a certains principes que si tu les comprends, tu peux passer à travers plusieurs situations, mais ça reste quand même quelque chose de complexe. Et c'est ça qui fait aussi un peu la beauté du sport. Mais je trouve que il y a certains aspects qui ont été un peu trop surhypés. Mais le niveau de complexité, si tu es quelqu'un qui démarre et qui se dit « Ok, je vais maîtriser ça », bah, bonne chance. Bonne chance pour ça. Bonne chance pour maîtriser. Et si tu y crois vraiment, à un niveau, tu vas abandonner, mais probablement pour cette raison. Mais je pense que c'est une raison qui est vraiment très basse sur la liste. Je pense que l'une des plus grosses raisons, ce sont les blessures et c'est l'ego de certaines personnes dans la culture Jiu-Jitsu. Maintenant, pour illustrer toute la partie de l'ego, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire personnelle, oui, c'était bien moi, qui m'est arrivée et ça a encore plus mis en lumière l'ego que les gens ont dans le milieu du Jiu-Jitsu. Il y a quelques années, je voulais changer d'école, disons, et je m'étais pointé au premier cours, mais pour mon gi, j'avais encore les patchs de mon ancienne école. Donc, je me suis pointé et ce qui s'est passé, c'est que très vite, les gens se sont mis dans des situations d'ego parce que à cause de mes stats physiques. Certaines personnes le savent,
mais je vais les donner là. Je ne passe pas inaperçu. Je fais plus d'1,80 m et là, je fais plus de 100 kilos. La dernière fois que j'ai fait moins de 100 kilos, je ne m'en rappelle même pas. Donc, ça vous donne une idée. Et je m'entraîne aussi, à part les sports de combat, je suis régulier à la salle d'entraînement. Donc, à ma petite échelle, j'ai quand même un gabarit. C'est ce qu'on m'a souvent dit et moi-même je le sais. Donc, moi, j'étais venu avec le gi de mon ancienne école. Je n'avais pas eu le temps d'enlever les patchs. Pour ceux qui savent, ce sont des logos. C'est-à-dire, ton école, si elle a un logo, elle sera brodée, en fait, et elle sera cousue sur ton gi. Le gi, c'est le kimono utilisé en Jiu-Jitsu ou l'habit, disons, l'habit d'entraînement du Jiu-Jitsu. Donc, je n'avais pas enlevé les patchs, j'avais oublié, je me rappelle, j'étais aussi occupé à cette période et tout. Donc, je suis juste venu, j'ai mis mon gi et j'avais expliqué la situation par téléphone. Mais avec mes stats physiques, j'ai roulé avec une première personne et domination. Honnêtement, domination totale. Et honnêtement, c'était aussi un peu à cause de mon gabarit. Il avait un gros gabarit aussi, mais j'étais plus massif que lui. Bien sûr, je ne suis pas parti entièrement avec ma force, mais malgré ça, malgré le fait qu'on avait pratiquement le même gabarit, ça ne l'est pas fait. C'est passé directement. Donc, pour faire court, je me suis retrouvé après à rouler avec une ceinture violette, une ceinture marron, en une séance de 1 heure. Et je n'avais pas compris exactement pourquoi, parce que souvent dans la hiérarchie, on ne va pas te laisser rouler avec par exemple une ceinture noire ou une ceinture marron. C'est rare en fait que tu vas rouler avec ces gens si tu as une ceinture en dessous. Donc, je me suis retrouvé à rouler avec une ceinture marron et j'étais très étonné. Et finalement, ce que j'ai compris, bon après avec la ceinture marron, oui, ça s'est quand même bien passé. Je me suis pas fait dominer, mais quand même, il était dur, mais avec lui, j'ai définitivement utilisé mon gabarit. Et je vais enchaîner après sur l'histoire du gabarit importé en Jiu-Jitsu, on va en parler à la fin. Mais avec cette ceinture marron, j'avais définitivement utilisé mon gabarit et il a senti. Mais après, ce que j'ai compris, et je n'y avais pas fait attention à ce moment, mais j'ai compris en fait qu'ils se sont dit que peut-être que j'avais été envoyé par mon ancienne école pour les tester. Limite, les gars, ils avaient une mentalité Gracie à l'ancienne. Et pour ceux qui ne savent pas avec les Gracie, l'histoire du Jiu-Jitsu, c'est au Brésil et ça a démarré avec les Gracie. Et à cette époque, on est en train de parler des années 80-90, à cette époque, il y avait des compétitions entre écoles. Et ça se testait, les gens venaient et testaient les Gracie, ce type de choses. Donc c'est ce qu'ils pensaient. Et ça parce que Obsession avait oublié d'enlever ses patchs, les patchs qu'il avait sur son gi. Donc quand moi je suis venu, nouveau, premier jour et tout, pourtant je leur avais parlé de mon niveau, de ce que j'avais fait avant et tout, ils ont quand même vu ça bizarre, ils se sont dit bon on va quand même envoyer le numéro 2 de la salle, on va quand même envoyer la ceinture marron. Bon clairement il avait un peu moins de gabarit que moi, mais il avait un niveau technique plus élevé. Donc, il y a quand même eu un certain match, mais c'était bizarre en fait. C'était bizarre. Et après, je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais l'ego de ces gens, ils ont peut-être trop d'ego. Moi, je suis juste venu pour m'entraîner. Certaines situations personnelles ont fait que je pouvais plus m'entraîner dans mon ancienne école et je vous ai appelé, je vous ai expliqué toute l'histoire. Mais quand même vous dites que peut-être que j'étais un envoyé pour vous tester. Donc c'était bizarre. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous voyez un peu l'ego qu'on peut voir en fait dans ce milieu. Maintenant finissons avec l'histoire du gabarit et l'histoire d'utiliser le Jiu-Jitsu pour se défendre. Bon, je vais commencer avec le gabarit. Comme je vous ai dit, comme je l'ai révélé, mon gabarit m'a souvent aidé. Ça m'a souvent aidé face à des ceintures plus élevées que moi. Ça m'a souvent aidé face à des gens qui ont mon niveau. Ça m'a même aidé face à des gens qui avaient pratiquement le même gabarit que moi, mais peut-être que dans certaines positions, on pouvait générer beaucoup plus de force parce que je suis aussi, disons, relativement athlétique. C'est vrai que je suis grand, lourd, mais je suis aussi plutôt athlétique. Donc, ça m'a souvent aidé et c'est pour ça que j'ai souvent été contre ce qui se dit, ce qu'on va souvent entendre dans le milieu du Jiu-Jitsu, et qui vient en fait des Gracie, et c'est la base de l'histoire de la création de l'UFC. Peut-être un jour je ferai une autre vidéo sur ça, mais pour faire court, les Gracie, c'est à la fois prouvé, mais c'est aussi à la fois une théorie du complot. Mais apparemment, l'UFC 1, c'est-à-dire le premier événement de l'UFC, était en fait une démonstration Jiu-Jitsu contre les autres arts martiaux, et apparemment
les match-ups qui avaient été faits lors de l'UFC 1 avaient été faits pour faire en fait un peu une pub à la famille Gracie, qui est la famille qui a vraiment lancé le Jiu-Jitsu internationalement. Donc c'était un peu un coup de pub pour eux. Et tout le narratif autour de cet UFC 1 était que le Gracie de 50 kilos ou de 40 kilos mouillé, tout mouillé, peut soumettre même des gens de 150, 200, 300 kilos, ce type de choses. Et je pense que dans le Jiu-Jitsu, on a continué avec cette mentalité qui est totalement fausse, Je suis la preuve vivante, c'est pour ça que je sais que c'est faux. Et c'est pour ça même que ceux qui ont compris au Jiu-Jitsu, ils vont à l'entraînement, ils soulèvent de la fonte. Gordon Ryan, ou bien Ryan Gordon, j'espère que je suis pas en train d'écorcher son nom, il soulève de la fonte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stéroïdes dans le Jiu-Jitsu. Ce qui veut dire en fait que le gabarit importe définitivement. Donc, il faudrait arrêter de faire quoi aux gens que si tu fais 40 kilos mouillés, tout mouillé, et parce que peut-être une ceinture bleue en Jiu-Jitsu, ou peut-être même une ceinture violette, tu peux soumettre tout le monde et n'importe qui. C'est absolument faux. Le gabarit importe définitivement. Et les histoires de triangle, là maintenant je vais enchaîner sur l'histoire du self-defense ou de la défense en Jiu-Jitsu, c'est-à-dire utiliser le Jiu-Jitsu comme art pour se défendre. Moi, je dirais que c'est dangereux. C'est dangereux en fait à mon avis de dire aux gens qui peuvent utiliser le Jiu-Jitsu comme outil de défense. Si c'est dans un 1 à 1 et la personne a le même gabarit que toi et tu es sûr qu'il n'a pas de personne, il n'a pas des amis ou il n'a pas son équipe quelque part, oui, ça peut définitivement passer et je conseillerais même dans ce type de cas le Jiu-Jitsu. Mais très souvent dans un combat de rue ou quand il s'agit de te défendre, très souvent c'est rare que tu aies ce type de configuration. Donc, j'ai déjà fait plusieurs fois la blague sur Twitter, mais se mettre dans une garde sur le bitume pendant que la soi-disant personne que tu penses avoir mis dans un triangle, déjà l'histoire du triangle, ce qui va arriver, c'est qu'on va te soulever si la personne a beaucoup plus de gabarit que toi. La personne va te soulever, tu auras ton triangle attaché et tout, tu seras en train de tenter ton triangle, elle va te soulever, elle va te ramener directement sur le bitume et tu vas probablement te fracasser le dos sur le bitume. C'est probablement ce qui va arriver si tu essaies de faire les histoires de triangle de garde sur le bitume. Pire encore, si la personne a des amis ou a une équipe où vous êtes dans un endroit restreint, ce type de choses, écoutez, soyons sérieux. Être au sol est une position vulnérable. Déjà, moi, je vous conseillerais à tout le monde, si vous êtes dans une situation de confrontation, essayez de désamorcer la situation. Ça ne sert à rien, c'est absolument une perte de temps. Mais si vous devez vous battre, croyez-moi, ne rentrez pas dans les gardes. Ensuite, je pense qu'une fois, on m'a parlé de faire une guillotine debout, de faire une guillotine debout. Je pense que j'avais vu une fois le commentaire, il suffit juste de faire une guillotine debout ou prendre le dos debout et tout. Nous ne sommes pas dans un film. Nous ne sommes absolument pas dans un film. La probabilité que tu puisses réagir et prendre une guillotine debout, que tu puisses rentrer dans le dos de la personne, la probabilité est faible. Est-ce que ça peut se passer? Oui, ça peut se passer, mais la probabilité est faible. Mais si vous devez vous battre, les sports d'impact, quand il y a plusieurs personnes ou quand tu soupçonnes ton adversaire d'avoir des alliés proches, ne te mets pas au sol, n'essaie même pas de tenter les histoires de Jiu-Jitsu. Si tu connais des sports, si tu as une base en sport d'impact, ce serait beaucoup plus avisé de ta part d'utiliser en fait ces compétences. Tout est une histoire de contexte, tout est une histoire de situation. En particulier si on est dans une situation de combat de rue. Le Jiu-Jitsu n'est pas un passe-partout. Et ça peut être même très très dangereux de faire croire ça aux gens. Donc c'est pour ça que je fais ces blagues sur Twitter. Mais j'aime le Jiu-Jitsu, c'est un bon art martial. De toutes les façons, entraînez-vous. Si tu veux faire du Jiu-Jitsu, fais du Jiu-Jitsu ou fais du grappling. C'est un très bon art martial, ça va te servir. C'est très utile, mais ce n'est pas un passe-partout. C'est tout ce que je veux dire. Et il faut savoir dans quoi on s'embarque. Si vraiment tu veux le faire sur le long terme, c'est-à-dire si tu veux passer la barre des 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'embellissement de ce qui se passe en fait dans le milieu. Et ce n'est pas une agression, faudrait pas que les gens le prennent personnellement. Cette vidéo n'est pas personnelle ou quelque chose du genre. Je voulais juste parler de ce dont on ne parle pas en général quand on parle du Jiu-Jitsu. Si vous avez aimé cette vidéo sur ce qui ne se dit pas, sur le côté, sur la face cachée du Jiu-Jitsu, dont on ne parle pas souvent, sur mon histoire dans une école de Jiu-Jitsu, aimez la vidéo, commentez, donnez-moi vos expériences, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.